C'est quoi un peu les erreurs les plus communes que tu observes? Se lancer sans avoir un objectif hyper précis. Te dire ouais, c'est un peu marque, un peu lead gen, un peu tout. Ok, je veux faire du community-led growth, donc je vais créer un groupe par exemple, juste pour mes clients. Donc ça c'est la première grosse erreur et ça peut être ultra déceptif. Quoi pour toi les éléments sur lesquels tout de suite il faut que la boîte elle est en tête? Quelle est la volonté business de la communauté? En fait, d'un point de vue business, pourquoi je veux faire une communauté? Si tu veux que ta communauté marche, il faut que justement elle comprenne que c'est pas une démarche transactionnelle. Le risque premier dans une stratégie community-led growth, c'est de croître et de voir en fait ton engagement baisser. Si vous êtes leader marketing et que vous avez un projet d'expansion internationale en 2025, vous allez faire face à un gros challenge qui est la gestion de votre website en multilingue. Entre les allers-retours interminables sur la traduction, la gestion de projet et le SEO, c'est un process qui peut être long, coûteux et qui peut vous faire perdre des précieux points de conversion. Mais heureusement, il existe une solution pour ça, c'est Weglot. Weglot, c'est une solution de traduction en no-code qui vous permet d'avoir un site multilingue et optimisé SEO en quelques minutes seulement. Ils équipent plus de 110 000 sites web dans le monde et vous permettent, en plus de la traduction automatique, d'avoir une révision humaine, ce qui vous permet d'avoir du contenu de qualité, à budget optimisé et sans dépendre de votre équipe IT. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, il y a 3 choses à faire. Déjà, premièrement, vous pouvez aller écouter l'épisode de Conquête que j'ai fait avec Eugène, le CMO de Weglot. Je vous mets le lien dans la description. Deuxièmement, vous pouvez aller visiter le site web de Bulldozer si vous voulez voir à quoi ça ressemble puisque nous sommes clients Weglot depuis déjà quelques temps. Et enfin, grâce au code Bulldozer15, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur votre première année d'abonnement. Merci à eux d'être partenaires de Conquête et bonne écoute. Faustine, donc toi, t'es community lead chez Exa, qui est un startup studio. Yes. Ça veut dire quoi être community lead dans un startup studio? Déjà, qu'est-ce que c'est un startup studio? Je Ok, pense que c'est un bon point de départ parce qu'en vas-y. fait, on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui comprennent pas forcément ce que c'est. Le concept du startup studio, c'est vraiment de co-créer des boîtes dès le départ avec des entrepreneurs. Et donc, du coup, nous, notre modèle, c'est qu'on a des partenaires en interne qui vont, au fil de l'eau et toute l'année, réfléchir à des idées de boîtes, qui vont commencer à scoper un peu le projet. Et toute l'année, ils vont rencontrer des entrepreneurs et à un moment, il va y avoir un fit entre les deux. Entre eux, l'entrepreneur et la boîte. Et c'est comme ça que ça marche. Et après, on accompagne ces entrepreneurs et ces boîtes pendant environ 12 à 18 mois sur des sujets product, comms, admin, finance. Et on co-crée avec eux la boîte, main dans la main. Donc ça, c'est Startup Studio. Et le rôle community dans Startup Studio, c'est un peu tout et rien, mais c'est beaucoup de choses. En fait, moi, mon ambition, c'est de faire en sorte que chaque personne avec laquelle on interagisse devienne des ambassadeurs d'Exa. Ok. Et donc pour ça, ils doivent nous connaître, nous aimer et nous recommander. Et si tu veux, on va faire plein d'initiatives un peu, pas dans tous les sens, mais on va en faire beaucoup qui vont répondre à chaque fois à ces 3 différents points. Donc nous connaître, nous aimer, nous recommander. Ok. Moi, du coup, ce que je me dis, c'est si je prends le format d'une boîte un peu classique, nous connaître, c'est travail de notoriété, donc c'est plutôt le marketing. Nous aimer, ce serait plutôt partie product/service, tu vois, dans une boîte. Nous recommander, bon, ça peut aussi être du product ou du marketing, etc. Toi, du coup, est-ce que tu es intégré dans une équipe marketing? Est-ce que tu es dans une équipe indépendante? Enfin, comment ça se passe? On n'a pas d'équipe vraiment. La structure, elle est faite, tu vois, par verticale, tu as des équipes et sinon, tu as la structure mère Exa au-dessus. Et du coup, moi, en communauté, je suis seule. Et il y a une équipe communication qui est seule aussi. Et tu as une équipe admin, donc c'est pas vraiment hyper structuré. Après, je bosse vachement, tu vois, avec la com, avec l'équipe talent surtout. Et du coup, par rapport à ce que tu disais avant, moi, mon objectif, c'est d'attirer, nurture et en faire des ambassadeurs. C'est un peu comme ça que je le vois. Des fondateurs. Des fondateurs. Surtout des fondateurs. Après, tu as d'autres communautés qui gravitent autour d'Exa, donc les investisseurs, l'écosystème de manière générale, d'autres entrepreneurs et surtout des aspirants entrepreneurs. Et là-dessus, on fait un gros taf aussi avec l'équipe talent. Donc toi, les membres de ta communauté... C'est les personnes que tu viens de citer, donc les investisseurs, les fondateurs potentiels et actuels. Ouais. Ok. Mais après, je trouve que du coup, tu as des membres, tu as plus des communautés, tu as plus des groupes ou des cercles que tu actives que tu peux pas vraiment qualifier de communauté. Vas-y. Je sais pas, toi, exemple, tu es dans la tech, tu fais partie de l'écosystème. Ouais. Aujourd'hui, je t'active pas, mais éventuellement, je pourrais t'activer. Mais tu serais pas partie d'une communauté parce que je t'activerais pas avec un programme
communautaire, je sais pas, avec un Slack, avec des events, avec du one-one et ce genre de choses. Mais en fait, j'aimerais faire en sorte que toi, tu sois ambassadeur d'Exa parce que tu nous connaisses, parce que tu sais ce qu'on fait et parce que tu parles de nous. Donc, tu as vraiment différents niveaux de relations que tu vas créer avec des personnes, avec ton écosystème de manière générale. Ok. Comment... Donc, prenons mon exemple. Ouais, vas-y. Parce que je trouve ça intéressant. Comment... Du coup, c'est quoi les leviers que tu peux avoir pour que je recommande Exa ? Toi, je dirais que ça serait soit de l'event, donc t'activer un événement ou t'inviter à un événement, sachant qu'on en fait plein et surtout sur nos verticales. En gros, je me dis, est-ce que toi, t'es plutôt quelqu'un qui a un bon réseau et qui va pouvoir identifier dans ton réseau des personnes qui veulent entreprendre avec nous. Et donc, du coup, mon intérêt, c'est de te faire comprendre notre fonctionnement et que tu nous connaisses, donc un mix de event et de relations perso, où je vais me dire, il a peut-être envie d'entreprendre. Et dans ce cas-là, je vais plutôt te convier à des events qu'on fait pour les personnes qui veulent entreprendre. Hier, par exemple, ce qu'on fait depuis assez longtemps, c'est un Call for Founders sur LinkedIn. Je vois. En gros, on pitch nos idées et on dit, si ça t'intéresse, postule. Et c'est la première fois qu'on le faisait en live parce que c'est un format qui marche bien. Et donc, du coup, on a eu plus de 250 personnes qui ont postulé pour cet événement, qui voulaient en fait rencontrer les partenaires et être au courant des idées qu'on avait un peu au sein du studio. Et tu vois, ce genre d'événement, si tu avais postulé parce que tu t'intéressais à l'entrepreneuriat, c'est comme ça que j'aurais pu t'activer. Intéressant. Tu mentionnais les verticales. Ouais. C'est quoi globalement vos verticales ? Nos verticales, aujourd'hui, on a la verticale historique eFounders, donc c'est tout ce qui est productivité, Future of Work. On a une verticale santé, on a une verticale IA, on a une verticale open source, et en gros, on a ces verticales depuis le changement de eFounders à Exa, donc depuis 2 ans. Et l'idée de ce changement, c'était justement nous permettre de lancer plusieurs activités. Donc tout ça, c'est des activités vraiment de startup studio, donc des activités de build. Et on a lancé aussi une autre activité de scale, un peu plus récemment avec Augustin. Et là, l'idée, c'est de reprendre des boîtes qui ont un peu une croissance linéaire pour leur donner une impulsion. Ok. Exa, finalement, c'est un peu le méta Startup Studio. Ouais, c'est carrément, c'est méta Facebook. ouais, non mais oui, c'est ça. On est d'accord. On est d'accord. Ok. Tu vois, là, je me pose la question du coup, j'ai l'impression que ça fait quand même pas mal de prérequis, tu vois, pour... en fait... Et c'est un peu le même sujet que le content finalement, donc c'est cool que tu parles aussi du content parce que le content c'est pas juste je vais faire un contenu, c'est comme LinkedIn, tu vois, je vais faire un post, je vais poster, puis en fait c'est bon, ça va marcher. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, tu vois. Et donc le contenu, souvent les boîtes sous-estiment le fait que ça prend du temps, ça demande de l'énergie, tout ça. Quand une boîte elle veut lancer des initiatives, d'un point de vue équipe, tu vois, ressources équipe, d'un point de vue contenu, c'est quoi pour toi les éléments sur lesquels tout de suite il faut que la boîte elle est en tête ? Non mais ça en fait, quoi qu'il arrive, si tu veux lancer des initiatives, ça c'est les ressources dont tu vas avoir besoin. Un peu, tu vois, le starter kit. Ouais. Alors, c'est une bonne question parce que c'est le sujet qui revient le plus lorsque j'en discute avec des fondateurs ou des CMO. Pour moi... Alors, je pense que ça dépend un peu des ambitions de chaque entreprise. En fait, il faut mettre tes ressources au regard des ambitions que tu veux avoir avec ton approche community led growth. Mais de base, ce qui va compter, d'un point de vue juste humain, ce qui est important, c'est de se dire que le sujet community led growth ne doit pas être un sujet qui arrive dans une to-do d'une personne qui a déjà... Toi, si tu es un marketing manager ou un community manager, par exemple, ça ne peut pas être genre un sous-sujet de sa to-do. Donc, en fait, c'est forcément une personne... Ça veut pas dire que tu le mets à 100% sur le truc. Moi, quand j'ai commencé chez Atelier Particulier, j'avais au moins 35% de mon temps en semaine qui était dédié à cette partie-là. Je suis monté à 50% assez rapidement. Mais c'est directement une partie importante de son travail parce que tu as un besoin de connexion avec les gens, d'animation, etc. qui est fort. Ensuite, sur la partie content, par exemple, si tu veux combien tu dois produire, etc. Le volume, à mon sens, importe peu. Ce qui compte vraiment, c'est... Alors, on va rentrer dans les clichés du contenu, mais il faut que ce soit... En fait, il faut que ce soit quali, mais il faut surtout que ce soit récurrent, en fait, que tu aies un mouvement récurrent, etc. Et que, en fait, que tu mettes en place des principes... Pardon, excuse-moi. Il faut que tu mettes en place des principes qui se répètent, de la répétition, du rituel.
si demain je devais lancer de zéro, par exemple, une communauté pour une boîte B2B ou j'en sais rien, ce que je lui dirais, c'est ok, toi et moi, on va bosser ensemble sur la strat. Une fois qu'on aura identifié à qui on veut parler, etc., le starter pack de base, c'est il faut qu'on ait une personne de ton équipe qui alloue 50% de son temps pendant 2 mois et qu'on ait la capacité de produire, si par exemple on fait du content, au moins un contenu par semaine dédié à ça, mais qu'on soit en capacité d'interagir tous les jours avec les gens. C'est un peu le prérequis. Si t'es pas capable ou si t'as pas envie de te dire tous les jours je vais interagir avec les personnes de ma communauté, en fait le fais pas, parce qu'en fait tu rentres pas dans le principe de la communauté elle est grosse, c'est poser des questions, c'est écouter, c'est aller stimuler, c'est s'intéresser aux gens, etc. Et c'est pour ça que tout le monde n'a pas le profil pour. Il y a des gens, ils sont pas forcément très ils aiment pas trop, leur passion c'est pas d'écouter la vie des gens. Bon bah du coup si t'as pas l'oreille si t'es pas excité par le fait d'écouter plein de personnes, découvrir plein de vies, c'est pas le bon truc. Après d'un point de vue ressources, à mon sens, t'as pas besoin d'un investissement ultra fort. Tu vois, je pense vraiment que tu peux réutiliser quasiment tout le contenu que tu produis en marketing content dans ton approche communautaire. Et après, par exemple, ce qui compte beaucoup, c'est tout ce qui touche à la co-création. En fait, si tu utilises le levier contribution dans ton space model, c'est l'un des leviers business. Si tu décides de faire de la contribution et que tu es dans une approche où tu co-crées des choses avec ta communauté, tu n'as quasiment rien à produire, si ce n'est de les accompagner, leur donner les ressources pour. Donc soit les stimuler pour qu'ils créent du contenu ou des choses pour toi, soit leur donner les ressources, les réunir, soit des choses comme ça. Et ça suffit pour lancer des dynamiques. Et t'as pas besoin de 1000 personnes, tu peux commencer avec 50. Il y a un point qui est important, c'est quand tu disais il faut parler tous les jours avec les gens. C'est parce que je comprends bien qu'effectivement il faut se définir une régularité, etc. C'est comme le contenu ou comme quand tu te lances en SEO, si c'est pour poster un article tous les 3 mois, bon, tu fais pas du SEO, quoi. Enfin, voilà. Exactement. Mais cette partie de interagir avec les gens, si c'est pas tous les jours, ça sert à rien. Alors, je suis extrême sur ce point-là parce que c'est provocateur. C'est juste que si t'es une boîte, quel que soit ton niveau de maturité et que t'as pas envie d'envoyer un message par jour aux gens de ta communauté et de leur partager une news sur ce que tu fais et leur demander un truc sur eux, bah tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver. Dans les faits, moi tu vois, par exemple, on va prendre la boîte d'assurance. Bien entendu, je sais très bien que cette boîte, elle n'aura pas une personne dédiée pour le faire. Mais c'est pour ça que leur stratégie, c'est une stratégie de cooptation. Ils vont chercher des communautés existantes et ils leur donnent les ressources. Et en fait, ils vont juste faire des événements tous les mois pour ces gens-là. Et en fait, ça va vivre tout seul. Et mais parce qu'il y a quelqu'un qui joue va ce faire rôle vivre. tous les jours. Et c'est pour ça que, tu vois, par exemple, alors ça, c'est quelque chose que je suis... c'est un peu stratégique. Jusqu'à présent, tout le monde disait que les communautés, c'était content ou event-driven. Moi, ma vision à moi, c'est que les communautés, en B2B notamment, elles sont créateur-driven. C'est-à-dire qu'en fait, l'un des nouveaux leviers de croissance pour les boîtes, c'est t'es pas obligé de la posséder. Et je vais encore plus loin sur cette thématique-là. C'est qu'il y a des créateurs de contenu qui existent, il y en a partout, qui sont plus ou moins bons, et ils ont tous vocation à lancer leur communauté. Tous. Et là, j'en connais plein, en 2024, ils veulent lancer et monétiser leur communauté. Ces gens-là, il y en a très très peu qui vont y arriver, parce qu'ils n'ont ni les ressources financières, pas forcément le volume d'audience nécessaire. Ils vont avoir besoin d'entreprises, de marques dans lesquelles il y a une affinité brand en termes de positionnement, etc., pour stimuler cette création de communauté. Et en fait, ces boîtes B2B, elles vont devoir leur apporter ces ressources. Et il y a plein de boîtes dans plein de business, elles vont pouvoir se faire un listing de 3-4 créateurs et se dire, OK, on veut faire tel event, ou alors on veut co-créer tel contenu, ou alors on a besoin de feedback sur tel produit. On va aller s'appuyer sur tel créateur qui a telle audience. On sait que c'est quali, on sait que c'est bien. On va lui donner les ressources pour créer un groupe bêta testing au sein de sa communauté ou de son audience pour faire quelque chose. Et finalement, en fait, l'animateur devient le créateur et ça permet en termes de scale d'aller chercher plein de personnes à plein de moments, de les mettre en synergie ou pas, de les décorréler. Et en fait, je pense que c'est une bonne manière de répondre à la problématique de quelles ressources je dois mettre. Donc avant d'être chez Exact, tu étais chez Spendesk. Yes. Aussi sur un sujet de community lead. Carrément. C'est quoi les grosses différences que tu fais entre les deux ? Grosse différence, c'est que Spendesk, c'était vraiment une communauté hyper identifiée. Tu vois, là, je viens de parler un peu de plein de groupes différents.
avec des enjeux très différents. Et en fait, Spendesk, on avait vraiment une communauté de directeurs financiers qui avait un nom, qui avait une marque à part entière qui s'appelle CFO Connect. Et du coup, on activait ce groupe de directeurs financiers avec un groupe Slack, des events, une newsletter, un podcast, des mises en relation. Mais c'était assez scopé. C'était une communauté de clients et de prospects. Donc ça se ressemble un peu avec Exa aujourd'hui. Mais c'était assez défini, tu vois. Tu pouvais pas lancer des choses un peu dans tous les sens, alors que le rôle aujourd'hui chez Exa, il est beaucoup plus multiple. Donc c'est ça qui est un peu différent. Grosse différence, si je résume un peu ce que tu viens de dire, hein, c'est Spendesk, une seule communauté extrêmement identifiée, Exa un peu plus nébuleux finalement. En termes d'activation de communauté, est-ce que du coup c'est les mêmes leviers? Est-ce que c'est, enfin, tu vois, c'est quoi un peu les espèces de gros leviers qui sont communs, quoi qu'il arrive, à de la création de l'engagement de communauté? L'event, un peu dans tous les cas. Je pense que c'est toujours hyper important de créer des relations humaines avec les personnes que tu veux activer. Moi, j'y crois pas trop. Je sais qu'il y a un énorme engouement et nous, on a un peu surfé dessus à cause du Covid quand j'étais chez Spendesk pour les événements en ligne et qu'il y a des personnes qui disent que ça vaut largement autant le coup que les événements physiques. J'y crois absolument pas. Je crois pas à l'événement en ligne. Je crois à l'événement en ligne pour diffuser du contenu et diffuser du savoir, mais je crois pas à l'événement en ligne pour créer de la relation qui, pour moi, est la base de la communauté. Je sais pas si t'es d'accord. Tu peux ne pas être d'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'événement physique, c'est à part. Enfin, c'est tellement... Tu vois, c'est trop fort. Enfin, les événements physiques, je suis d'accord pour dire que ce n'est pas du tout pareil, etc. De là à dire... Je ne crois pas aux événements. Non, mais c'est un peu je sais pas. Mais c'est comme, imagine, c'est la première fois qu'on se voit en physique. Donc imagine, on s'était contacté, tu m'as dit ouais, je serais hyper curieux d'échanger avec toi 30 minutes. Entre les 30 minutes qu'on aurait pu passer sur un Google Meet ou un Zoom et les 30 minutes qu'on aurait pu passer sur un café, tu te serais, je pense, souvenu du café beaucoup plus que du Zoom. Mais alors attends, ok. Donc, fait intéressant, on pourrait enregistrer ce podcast à distance. Tout à fait. Tu vois, en plus de ça, je n'habite pas Paris. Oui. Tu vois, oui, non. Ça a des limites de ouf, hein, l'événement physique. Oui, mais en fait, mon point, c'était de dire, et pourtant, je le fais en physique. Ouais. Parce que je vois bien que ça apporte quelque chose en plus. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a quelques années, j'avais déjà lancé un podcast à distance, période Covid, donc de toute façon, il n'y avait pas trop le choix. Ouais. Et en fait, les relations que j'ai créées avec mes invités à cette époque-là versus les relations que j'ai créées avec mes invités depuis que je le fais en physique, c'est le jour et la nuit. Ok. C'est-à-dire que maintenant que j'enregistre en physique, ça change tout. Ça change tout. Je continue d'échanger avec mes invités, on a l'impression de mieux se connaître, etc. Ouais. Les personnes, quand j'enregistrais à l'époque à distance, c'était, j'ai envie de dire, très transactionnel. Ouais. On faisait notre épisode, next. Ouais. Et donc je suis d'accord pour dire que le physique, ça apporte quelque chose. C'est incroyable. Mais du coup, tu vois, par rapport à ce que tu disais sur le fait transactionnel, c'est exactement ça qu'on veut éviter dans la création d'une communauté. Enfin, si tu veux que ta communauté marche, il faut que justement elle comprenne que c'est pas une démarche transactionnelle. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que la communauté, c'est un investissement hyper long terme, parce qu'en fait, tu peux pas attendre un return sur ton investissement en 2 secondes. Il faut que tu crées de la confiance, il faut qu'ils te connaissent, et du coup, événement physique. Donc oui, donc ce qui se ressemble, ça va être des événements physiques. Après, ce que je fais au niveau des fondateurs actuels et ce qui se passait au niveau des directeurs financiers, ça se ressemble pas mal. Tu as une newsletter dans les 2 cas, tu as des événements dans les 2 cas, tu fais intervenir des experts dans les 2 cas. Tu avais un groupe Slack pour CFO Connect et là, tu as un groupe WhatsApp. Parce que c'est que 100 personnes. Donc là, aujourd'hui, on a une communauté qu'on appelle La Maison, qui est la communauté des fondateurs Exa, donc les fondateurs actuels et les fondateurs qui sont sortis du studio. Et lors de la question du choix de la plateforme de marque, de la plateforme en ligne là, de chat, qui est une des grosses questions où tout le monde se pose cette question, et je pense overbrain un peu le sujet. Il y a toujours... C'est une de mes questions. C'est une grosse question, non mais c'est horrible ce truc. Tout le monde se dit, est-ce que c'est un Discord? Est-ce que être un Circle? Est-ce que c'est être un LinkedIn, un Facebook? Tous les millions de nouvelles plateformes qui sont développées depuis 5 ans, et franchement c'est très cool. Est-ce que ça va être un Slack? Est-ce que ça va être un WhatsApp? Et en gros,
Pour CFO Connect, le SAC, c'était une évidence parce que nos premiers membres, c'était des directeurs financiers de start-up. Ils étaient tous sur Slack. Et nous, on voulait vraiment qu'ils se servent de CFO Connect comme ton buddy de tous les jours où tu vas te poser tes questions tous les jours. Quand tu as une galère, on voulait que tu te connectes direct sur ce Slack-là parce qu'en gros, c'était plutôt des directeurs financiers qui étaient seuls à leur poste et qui n'avaient pas du coup de collègues pour faire du ping-pong. Donc, c'était facile. Pour Exa, aujourd'hui, on a des fondateurs qui sont à des niveaux de boîte très, très différents. Tu vois, dans le portefeuille d'Exa, tu as du Spendesk, du Aircall, du Front. Tu as des boîtes plus série B qu'on commence vachement à connaître aussi, qui ont une super croissance, genre du Swan, genre du Usign. Et tu as aussi des boîtes qui sont actuellement en studio. Donc des boîtes toutes petites avec 0 employés parfois ou 5. Et donc du coup, tu peux pas te dire qu'ils vont interagir au même niveau que ce qu'ils faisaient sur un Slack. Ils n'ont pas les mêmes questions, ils n'ont pas les mêmes problématiques, ils n'ont pas le même temps. Et du coup, on s'est juste dit, nous, on va faire un groupe WhatsApp parce que notre enjeu avec cette communauté, c'est de recréer un peu un cocon familial, d'où le nom de la maison, comme ce qu'ils ont connu quand ils étaient dans les studios. Donc c'est très chill, ça s'envoie des photos, ça s'envoie des vannes, ça se dit « Hello, j'ai levé des fonds », ça se demande de temps en temps des contacts, mais c'est pas du tout une approche pratico-pratique. C'est un peu ton groupe WhatsApp avec tes cousins, tu vois. Genre « Hey, on vient de se financer, yes !» On attend un bébé, tu vois, ce genre de choses. Et c'est juste pour se souvenir qu'on existe et pour créer un lien affectif avec les fondateurs. Ok. Intéressant. Je reviens sur l'aspect physique. Ouais. Parce qu'en n'étant pas parisien, je vois aussi les contraintes qu'apporte le physique, à savoir que bah, moi, en fait, les événements physiques, tu peux pas y aller, quoi. Je peux pas m'y rendre. Ouais, bien sûr. Donc forcément, d'un point de vue marché adressable, on va dire ça comme ça. Ouais. T'as une limite. Comment est-ce que tu arrives du coup à gérer ce truc-là, quoi? Bah en fait, aujourd'hui chez Exa, il n'y a pas trop de questions parce que pour l'instant, on monte des boîtes, surtout avec des profils qui sont à même d'être à Paris. Ouais. Au moins pendant le moment pendant lequel ils sont dans le studio, pendant 1 an. Donc ça filtre. Après, on a bien des fondateurs qui sont, je sais pas, il y en a un qui est à Barcelone et pendant 1 an, il était avec nous, il est reparti. Donc, tu vois, t'as des limites déjà, mais de base, si t'es pas à même de te rendre à un événement auquel t'as vraiment envie de venir à Paris, on sait que ça va être un problème. Oui. En revanche, c'est vrai que CFO Connect, on avait une stratégie au départ de bouger dans chaque ville pour faire des événements. Donc, on allait par mois, on faisait Paris, Londres, Berlin, Barcelone. Très cool. Fatigant, mais très cool. Mais en fait, tu vois, du coup, t'actives les gens que localement et t'arrives pas à embrasser un peu cette dimension internationale ou un peu plus en dehors que d'une seule ville. Et là, pour le coup, Covid, on a fait que des événements en ligne qui ont vachement bien marché. Parce que c'était aussi un peu nouveau et parce qu'en l'occurrence, le directeur financier était un peu au cœur de la tempête et c'était un peu galère. Et du coup, il avait vraiment très envie de participer à des événements où il allait échanger avec d'autres différenciants en mode vous faites quoi vous, quoi. T'as un peu partagé le fait que t'avais un peu ta méthode, etc. Tu peux nous accompagner un peu sur les différentes étapes de la méthode? À quoi elle ressemble cette méthode? Alors, spoiler déjà, en fait je dis ma méthode, mais le comité des grosses, c'est un sujet qui est très très vieux. Tu vois, enfin moi quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, les premiers contenus que j'ai lus et sur lesquels que j'ai analysé, ça date des années 70. On parlait de marketing participatif, marketing tribal, etc. Donc c'est ma méthode. En vérité, c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Mais tu es le leader de la méthode. Exactement. C'est ma méthode, ma méthodologie que je partage au plus grand nombre. À ta communauté. Exactement. Putain, j'espère. Donc en fait, moi j'ai une sorte de framework que j'utilise quel que soit le business et quel que soit le... En fait, le premier point, c'est de vérifier si la marque elle a l'appétence, la bonne appétence pour aller développer une stratégie community, que ce soit en termes de ressources financières et surtout de ressources internes. Et en fait, je passe par un premier framework qui, premier niveau, c'est quel est l'apport business, quelle est la volonté business de la communauté. Donc c'est en fait d'un point de vue business, pourquoi je veux faire une communauté. Parce que ça, c'est un sujet qui revient très souvent. Ouais, le communauté lead growth, en fait, c'est de l'animation, c'est sympa, c'est marrant, etc. Mais comment je rapporte du business? Alors, premier niveau, quel est l'apport business? Et ça se découpe en fait en 6 grandes lignes. C'est un autre modèle qui s'appelle le Space Model et qui en fait découpe le support, le produit, l'acquisition, l'engagement, etc., jusqu'au success. Tu définis
à quel niveau tu vas apporter du truc. Est-ce que tu veux que ta communauté t'amène de nouveaux leads? Est-ce que tu veux que ta communauté, par exemple, d'un point de vue support, elle soit un relais pour apporter des réponses aux gens, etc. Parce qu'en fait, ils ont l'engagement pour. C'est très présent, par exemple, dans l'univers tech. Est-ce que tu veux que ta communauté, elle ait un apport sur la partie contribution? C'est en fait, je veux que ma communauté m'aide à faire de l'événementiel. Duolingo, en fait, ils ont créé leur stratégie sur ça. Une fois que tu as déterminé comment tu voulais stimuler d'un point de vue business, tu descends d'un échelon et tu vas sur quels sont les bénéfices que je veux créer avec ma communauté et comment je l'engage. Donc, c'est un peu la proposition de valeur de ta communauté. Pourquoi elle existe, qu'est-ce que tu vas apporter sur le marché. C'est vachement important parce que tu vois là, par exemple, on prend l'exemple des freelances. Il y a je sais pas combien de communautés de freelance qui existent. En fait, j'aimerais bien un jour prendre 50 groupes et leur demander quelle est leur proposition de valeur. Et voir s'il y a quelque chose de différenciant. Sinon, tu peux pas vérifier ton community market fit, quoi. Et ensuite, ajouter dans ce niveau-là, comment tu le scales. En fait, il y a 2 niveaux qu'il faut avoir. C'est comment tu fais pour faire grossir ta communauté tout en conservant un engagement qui conserve les mêmes standards de qualité. Pas forcément l'améliorer, mais au moins les mêmes standards. Le risque premier dans une stratégie community-led grosse, c'est de croître et de voir en fait ton engagement baisser. Parce que ça, c'est voué à l'échec, parce que vu que la communauté en fait ne vit que par l'engagement, si ça baisse au fil du temps, tu auras beau avoir 1000 personnes qui rentrent chaque mois, à la fin de l'année, c'est terminé. Elle va se disloquer, ou en tout cas, tu vas en perdre le contrôle. Donc ça, c'est définir ce point-là. Et le dernier point, c'est le point tactique. Donc c'est vraiment le sujet qui arrive le plus bas possible. C'est quelles sont les tactiques que je vais mettre en place pour contribuer à ce que je viens de dire juste avant. Donc est-ce que je vais être content-driven? Est-ce que je vais lancer du contenu, puis je vais aller chercher les gens pour qu'ils contribuent avec moi? Est-ce que je vais être event-driven? Est-ce qu'en fait, du coup, je vais essayer de créer un événement et réunir autour de moi des gens qui sont déjà plus ou moins réunis, mais ils n'ont pas de lieu. Et donc, je fais le super event pour eux. Par exemple, CMX aux États-Unis, il a créé l'event pour les community builders. Et en fait, plusieurs fois dans l'année, il réunit tous les community builders des US et du monde. Ça n'existait pas avant. Et en fait, c'est the place to be. Quand tu es comme moi, que tu es passionné, que tu ne sais pas où aller, bah, tu consommes le contenu. Et en fait, ça change ta vie, quoi. Donc ça, c'est les 3 grandes étapes pour vraiment découper ton process entre quelle est la vision business, quelle est la vision communautaire et quelle est la vision tactique. Ok, très cool. Ça me fait penser là aussi le côté event. Alors bon, c'est un milieu que je connais pas, mais j'ai cru comprendre que que ça rentrait totalement là-dedans. C'est Penny Lane avec les comptables ils font un événement qui s'appelle Comptatech. Et j'ai eu le sentiment, j'ai fait un épisode avec Maxime le CMO, que j'invite tout le monde à aller regarder. J'ai eu le sentiment, enfin en tout cas de mes souvenirs, c'est vraiment un événement où en fait c'est le seul événement en France où tous les comptables en fait ils se réunissent et ils partagent les best practices, les machins. Et j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que tu dis là. Ouais, c'est exactement ça. En fait, historiquement, alors ça fait un peu vieux quand je dis ça, mais dans les faits, si on prend par exemple les 100 plus grosses communautés ou celles qui sont les plus dynamiques, ont le plus de succès, etc., elles sont soit stimulées par le contenu, soit stimulées par l'événementiel. C'est vraiment les 2 grands leviers qui te permettent soit d'engager ta stratégie, soit de les stimuler. Et tu vois, pour le Penny Lane et les comptables, en fait, ils ont répondu à un pain. C'est-à-dire que je sais pas combien il y a de comptables en France, j'en sais rien, ou même dans le monde, mais ça doit être astronomique. En tout cas, j'en connais beaucoup, donc je suppose que je suis pas le seul. Et effectivement, en fait, quel est comment tu peux relier les gens ensemble? Et c'est ça qui est important aussi avec le sujet community-led grosse, c'est qu'il est universel. Et c'est pour ça que j'y accorde autant d'intérêt, c'est qu'en fait, tout le monde, quasiment tous les métiers et toutes les verticales, ont vocation à pouvoir être stimulés de manière plus ou moins forte, parce que en fait, on a tous vocation à être réunis avec un pair. On a tous un jour besoin du retour de quelqu'un, etc. Et par exemple, pour répondre au sujet événementiel, bah, bien entendu que ça me ferait, en tant que membre ou en tant que comptable ou CMO ou autre, en fait, c'est un plaisir de me dire qu'un jour, je peux aller quelque part et retrouver des gens qui ont les mêmes problèmes que moi, les mêmes envies, qui vont pouvoir m'aider à grandir, etc. Il y a un sujet statutaire aussi, peut-être être associé aux bonnes personnes. Et en fait, ça répond à un pain qui est tellement évident que les gens, ils créent de l'engagement et ensuite, tu peux carrément générer du business avec ça. Ok. C'est quoi pour toi les erreurs un peu communes, tu vois, les trucs que tu vois un peu systématiquement des gens qui essaient de se lancer dans les communautés? On en a touché un peu du doigt certaines, mais si on peut un peu centraliser sur ce truc-là.
se lancer sans avoir un objectif hyper précis. Te dire ouais, c'est un peu marque, un peu lead gen, un peu tout. Parce que notamment après, t'es pas capable de traquer vraiment est-ce que c'est positif ou pas, le ROI de ta communauté, pourquoi tu l'as lancé. Donc ça, c'est un des premiers écueils. De commencer, comme je disais tout à l'heure, très gros. De vouloir te dire ouais, je vais choper 500 mamans qui ont un enfant entre 0 et 1 an et je vais le mettre ensemble. Enfin, chope-en 30 et puis déjà vois comment ça prend. Donc je dirais que c'est vraiment ces deux-là. Et surtout l'onboarding. Soignez vachement l'onboarding et la première impression. Tu vois, parfois tu te dis c'est pas grave, je l'ai ajouté sur le groupe Slack, j'ai pas le temps, je parlerai dans 2 semaines. Non, parce qu'en fait dans 2 semaines, la personne elle t'a limite oublié, elle sait pas ce qu'elle doit faire, elle se dit bon ok ça prend pas, ça sert à rien et du coup elle va se déconnecter. Donc la première impression et un peu je dirais le premier mois d'activation est hyper important. Voilà. Toi qui accompagnes des boîtes dans ces démarches-là, c'est quoi un peu les erreurs les plus communes que tu observes ? Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau très high level, c'est d'avoir une mauvaise compréhension de ce qu'on doit ou peut faire avec une approche communautaire. C'est-à-dire de se dire, ok, je veux faire du community-led growth, donc je vais créer un groupe, par exemple, juste pour mes clients. Et c'est le plus direct, mais ce qui est finalement en fait le plus gros problème, parce qu'en fait on esquive toutes les étapes intermédiaires, oui. Comme quand on doit faire une stratégie marketing de base, c'est à qui je parle, quelle est ma proposition de valeur, à qui je parle et par quel canal je passe. Donc ça c'est la première grosse erreur, c'est de se dire ok je vais juste créer un groupe et ça peut être ultra déceptif parce qu'en fait on va se rendre compte et ça peut casser l'initiative. Parce que tu as le dirigeant ou le CMO qui veut lancer son truc, il va chercher ses meilleurs clients, il les met dans un groupe, et quelle que soit l'activité qu'il met dedans, il se passe rien. Et parce qu'en fait, nécessairement, ils ont peut-être pas besoin de ce groupe. Ça se trouve, ils ont un WhatsApp entre eux, tu l'as pas vérifié, et du coup, en fait, c'est un caillou dans la chaussure pour eux, etc. Donc ça, c'est la première grande erreur. Oui, et puis du coup, la conclusion, c'est « Ah non, mais la communauté, ça marche pas. » Et du coup, ils se disent « ça marche pas. » Et en fait, moi, alors, ça m'est pas arrivé. Mais si un jour on me présente le cas, j'aurais envie de lui dire, je lui prendrais un autre sujet, je lui parlerais du content par exemple, je lui dirais vas-y, ça c'est les étapes clés pour faire du content et faire du gros avec, est-ce que tu es d'accord ? Oui, non ? Bah voilà, pourquoi on fait pas pareil sur le truc ? Enfin je veux dire, c'est pas parce qu'on est sur de la relation humaine qu'il n'y a pas une approche marketing clé. Le second, et qui ouvre une grande porte, c'est de ne pas y mettre de KPI. En fait, de pas vouloir, de se dire ok on est que dans de l'humain, donc on veut pas essayer de mesurer. Normalement, si tu respectes les étapes que j'ai données avant, la partie quel est l'apport, le bénéfice business et quel est le bénéfice community, tu es censé pouvoir mettre une data ou en tout cas un KPI que tu veux suivre et de te dire ok, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, avec un delta plus ou moins fort, mais tu dois pouvoir le faire. Et le dernier point, c'est de sous-estimer l'importance du mouvement qu'on doit créer au départ. C'est-à-dire que le community-led growth, il y a de la strat, il y a du mindset, tout ce qu'on veut. Mais il y a un départ qui est universel pour tout le monde, c'est il faut créer du mouvement. Et le mouvement, il faut trouver quelqu'un qui soit capable de le porter. Soit c'est dans ta boîte, soit c'est en externe, tu as des community builders qui peuvent le faire ou pas, que tu recrutes ou pas. Soit tu t'appuies sur des gens qui ont déjà des communautés et tu essaies de co-créer quelque chose avec eux. Mais tu es obligé de générer du mouvement. Les gens, ils vont pas t'accorder du temps comme ça parce que tu es gentil ou parce que tu as une super audience, etc. Donc c'est les 3 grosses erreurs. Ok.